6 signaux alignés ont brisé une nuit trop calme, comme une cicatrice dans le ciel. Leur faiblesse apparente aurait pu n'être qu'une curiosité, mais leur répétition méthodique dessinait déjà une logique d'intrusion, et chaque passage élargissait l'écart entre ce que le pays voyait et ce qui se préparait hors de son champ. Que devient la souveraineté quand Ibrahim Traoré comprend que l'anomalie teste la réactivité? À ce stade, le silence n'est plus neutre. La promesse est claire. Montrer comment une suite de signaux jugés mineurs a fini par forcer une lecture stratégique beaucoup plus large, et pourquoi cette lecture engage désormais bien plus que des choix techniques. Derrière l'apparente discrétion des anomalies se cache un enjeu central, la capacité d'un État à interpréter à temps ce qui ne ressemble pas encore à une menace. Le bénéfice pour le lecteur tient en une idée simple, comprendre comment une pression faible peut produire des effets durables quand elle n'est pas traitée comme un ensemble cohérent. Le risque, lui, est immédiat. Lorsqu'un territoire laisse passer des indices fragmentés sans les relier, il crée un espace silencieux où les acteurs extérieurs peuvent tester, mesurer et ajuster leur approche sans jamais provoquer de réaction frontale. Ce décalage entre perception et réalité stratégique installe une vulnérabilité progressive, difficile à corriger une fois qu'elle est pleinement révélée. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement la détection, mais la discipline de l'interprétation. À partir de là, chaque signal cesse d'être isolé. Il devient une pièce d'un mécanisme plus large, capable de redéfinir l'équilibre de sécurité du pays. La première révélation tient en un chiffre, 6 signaux distincts captés sur une trajectoire identique en l'espace d'une seule nuit. Cette répétition suffisait déjà à exclure l'hypothèse d'un phénomène aléatoire et indiquait qu'un schéma se déployait progressivement au-dessus du territoire. Pour Ibrahim Traoré, cette donnée marquait un seuil. Ce qui semblait diffus devenait lisible, et donc interprétable. Au départ, les interférences auraient pu être classées comme des variations techniques mineures. Elles étaient faibles, espacées, et ne franchissaient aucun seuil d'alerte officiel. Pourtant, leur cohérence spatiale révélait une intention sous-jacente. Les premières observations provenaient de zones éloignées les unes des autres, mais partageaient des caractéristiques communes. Mêmes heures nocturnes, mêmes axes de déplacement, même rupture de fréquence. Ces ressemblances formaient la trame d'un réseau invisible, encore trop discret pour provoquer une réaction immédiate. À mesure que les relevés s'accumulaient, une chaîne causale commença à émerger. Chaque anomalie isolée perdait de son insignifiance dès qu'elle était mise en relation avec les précédentes. Les opérateurs comprirent alors que la menace ne se manifesterait pas par un choc brutal, mais par une pression étalée dans le temps, conçue pour rester sous le radar décisionnel. Cette temporalité lente constituait son principal avantage, car elle brouillait la frontière entre l'inhabituel et le volontaire. Lorsque l'ensemble de ces données fut transmis à Ibrahim Traoré, la lecture changea d'échelle. Il ne s'agissait plus d'un incident technique à corriger, mais d'un indicateur stratégique à intégrer dans une vision plus large de la souveraineté. Le Burkina Faso apparaissait non pas attaqué, mais évalué. Cette distinction était cruciale. Être observé signifie déjà être placé dans un rapport de force, même silencieux. À ce stade, comprendre les signaux revenait à comprendre la nature même du risque qui prenait forme. Les premiers à donner une forme humaine à cette lecture furent les opérateurs des postes avancés, ceux dont le travail quotidien consiste à observer ce qui ne fait pas encore événement. Leur rôle changea progressivement. Ils ne se limitaient plus à signaler des anomalies, mais cherchèrent à établir des continuités entre des faits que tout semblait séparer. Cette vigilance patiente transforma des relevés dispersés en une narration cohérente, capable d'alerter sans dramatiser. Un soldat affecté au secteur de Kaya illustra cette bascule. 3 nuits consécutives, il nota un déplacement identique à vitesse constante, toujours entre les mêmes collines. La première alerte fut classée sans suite, faute de contexte. La répétition, en revanche, fit de son observation un point d'ancrage fiable. Ailleurs, une équipe technique releva des micro-coupures suivant un itinéraire précis, comme si une présence distante testait pas à pas les limites de la surveillance. Ces 2 micro-cas, mis en regard, montrèrent que des signaux faibles pouvaient déjà annoncer une pression structurée.
Lorsque ces éléments furent consolidés, leur portée devint immédiate. Ils démontraient que la menace avançait par petites touches, sans jamais provoquer de rupture brutale. Ce mode opératoire rendait l'alerte difficile, mais renforçait l'importance de chaque détail collecté. Pour Ibrahim Traoré, ces récits de terrain confirmaient une intuition stratégique. La souveraineté se joue souvent dans la capacité à écouter ceux qui observent longtemps. Autrement dit, ignorer le détail, c'est perdre la lecture d'ensemble. L'activation réelle du phénomène se produisit dans un contexte trompeusement stable. Pendant plusieurs semaines, les signaux relevés restaient isolés, trop faibles pour justifier une alerte formelle. Puis, presque sans rupture visible, un seuil invisible fut franchi. Ce qui relevait de l'avant, diffus, bascula vers un après, structuré, où chaque anomalie cessait d'être un accident pour devenir un élément d'une séquence. Cette transition silencieuse marqua le véritable point de départ de la dynamique observée. La première montée en intensité survint lors d'une nuit particulièrement calme, lorsque plusieurs rapports concordants affluèrent en l'espace de quelques heures. Les trajectoires observées présentaient désormais une régularité trop précise pour être ignorée. Les variations de fréquence se répondaient d'un secteur à l'autre, comme si un même protocole était appliqué à distance. Les opérateurs comprirent alors que l'enjeu n'était plus de savoir si quelque chose se produisait, mais de déterminer jusqu'où cette logique pouvait aller sans rencontrer de résistance. À ce stade, l'incertitude ne venait plus du manque d'informations, mais de leur cohérence croissante. Le moment charnière se produisit lorsque plusieurs zones distinctes furent concernées presque simultanément. Cette simultanéité changea la nature de la lecture stratégique. Elle révélait non plus une exploration progressive, mais une tentative de mise sous pression coordonnée. Les rapports, jusque-là analysés séparément, furent fusionnés en temps réel. Les cartes se redessinèrent, mettant en évidence des corridors récurrents et des points de passage privilégiés. La montée en tension ne se mesurait pas par un choc spectaculaire, mais par l'accélération du rythme des observations. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré dut trancher entre l'attentisme prudent et l'adaptation immédiate. Les moyens disponibles restaient limités et toute réponse disproportionnée risquait de révéler des faiblesses supplémentaires. La décision fut donc de renforcer la coordination plutôt que de multiplier les gestes visibles. Les relais furent consolidés, les informations centralisées et les seuils d'interprétation ajustés afin de capter plutôt les variations significatives. Cette phase de réorganisation interne constitua le cœur de la réponse initiale. Les répercussions ne tardèrent pas à apparaître. Les trajectoires, autrefois imprévisibles, commencèrent à montrer des répétitions plus marquées, signe que l'adversaire testait la nouvelle configuration. Chaque ajustement appelait une contre-adaptation, créant une dynamique d'observation mutuelle. Le ciel devenait un espace de dialogue silencieux, où chaque mouvement répondait à une lecture préalable. Cette interaction révéla que la pression exercée n'était pas figée, mais évolutive, attentive aux réactions du dispositif burkinabé. À la fin de cette séquence, une certitude s'imposa. La période d'innocence était close. Le pays n'était plus face à des anomalies isolées, mais engagé dans un processus où chaque décision conditionnait la suivante. La ligne des événements montrait clairement que l'enjeu dépassait la simple détection. Il s'agissait désormais de tenir dans la durée, sans céder à la précipitation ni à l'aveuglement. L'analyse devint réellement décisive lorsque les équipes purent établir une ligne de base stable à partir des relevés cumulés. Durant près de 3 semaines, les signatures observées se maintinrent autour d'une altitude moyenne de 1900 mètres, suffisamment élevée pour rester hors de portée des radars classiques, mais assez constante pour être suivie par les capteurs recalibrés. Cette stabilité servait de référence. Elle indiquait que les survols ne cherchaient pas encore la pénétration, mais l'évaluation progressive de la vigilance nationale. Tant que ce seuil n'était pas franchi, l'hypothèse d'une phase exploratoire demeurait crédible. Le premier delta apparut lorsqu'un appareil descendit brusquement à 1500 mètres, rompant une régularité que les opérateurs commençaient à anticiper. Une telle baisse réduisait la marge de sécurité de l'intrus et augmentait théoriquement son exposition. Pourtant, ce risque assumé révélait un ajustement tactique précis, contourner les fenêtres de détection récemment modifiées.
Ce changement altimétrique, en apparence limité, transforma la lecture stratégique. Il montrait que l'adversaire ne se contentait plus d'observer passivement, mais adaptait activement ses trajectoires aux réponses burkinabées. Pour Ibrahim Traoré, ce delta constituait un signal clair. La pression entrait dans une phase interactive. Un second indicateur porta sur la vitesse moyenne, initialement proche de 400 km/h et remarquablement homogène lors des premières incursions. Une cadence constante suggère généralement un pilotage automatisé, conçu pour limiter les erreurs et rester prévisible. Cette interprétation rassurante fut cependant rapidement remise en cause. Plusieurs passages révélèrent des variations soudaines. Accélération brève, ralentissement calculé, oscillation maîtrisée. Une vitesse variable traduit souvent une intervention humaine en temps réel, visant à éviter les verrouillages radars. Ce delta de vitesse invalida l'idée d'une simple routine mécanique et confirma l'existence d'un opérateur attentif aux réactions du dispositif national. Le troisième paramètre mesuré concerna les trajectoires répétitives. Au départ dispersées, elles commencèrent à se superposer autour d'infrastructures précises. Les cercles observés respectaient les mêmes distances et les mêmes intervalles nuit après nuit. Cette répétition constituait une donnée clé. Des tracés identiques excluent l'aléa et signalent une volonté méthodique de cartographier un périmètre. En croisant altitude, vitesse et trajectoire, les analystes disposaient désormais d'un ensemble cohérent, capable de distinguer clairement un phénomène naturel d'une intrusion calculée. Pris ensemble, ces trois mesures dessinaient une progression lisible. La stabilité initiale servait de couverture, les deltas successifs testaient la résilience et les répétitions validèrent les ajustements. Chaque variation devenait un message implicite adressé au dispositif burkinabé. En réponse, les ingénieurs affinèrent les seuils d'alerte pour détecter plutôt les écarts significatifs, sans saturer les systèmes de faux positifs. Les postes avancés synchronisèrent leurs relevés afin de réduire les angles morts. Ce passage d'une lecture fragmentée à une interprétation quantitative unifiée modifia profondément la posture nationale. Les signaux faibles, autrefois tolérés, devinrent des déclencheurs. La menace cessait d'être abstraite. Elle était désormais mesurable, comparable et suivie dans le temps. À ce stade, la question n'était plus de savoir si une pression existait, mais jusqu'où elle irait si elle n'était pas contenue par une discipline constante de l'analyse. Deux interprétations solides émergèrent lorsque les premières données consolidées furent débattues. La première, résolument confiante, soulignait la capacité démontrée du dispositif national à capter des variations fines malgré des moyens limités. Les altitudes détectées, les vitesses relativement constantes au départ et la répétition des trajectoires prouvaient qu'un réseau ancien pouvait encore produire de l'information exploitable. Selon cette lecture, la clé résidait dans la synchronisation humaine plus que dans la sophistication technologique. Si les schémas préférentiels des intrus étaient déjà visibles, alors une vigilance disciplinée permettrait d'anticiper chaque tentative suivante. Dans cette optique, la situation restait maîtrisable tant que la pression ne changeait pas brutalement d'échelle. La seconde lecture adoptait une position beaucoup plus prudente. Elle rappelait que les appareils observés pouvaient ne représenter qu'une phase d'essai. Rien ne garantissait que des drones plus rapides, plus discrets ou dotés de capacités de brouillage avancées n'étaient pas disponibles. Les variations d'altitude et de vitesse étaient interprétées non comme des signes de vulnérabilité adverse, mais comme des ajustements préparatoires. Selon ce camp, le fait même que les intrusions restent sous le seuil d'alerte officielle indiquait une stratégie de temporisation. Dans ce scénario, la défense burkinabé risquait d'être progressivement contournée dès que l'adversaire déciderait de franchir un palier technologique. Pour départager ces deux thèses, les analystes revinrent aux séquences brutes. Un élément s'imposa. Chaque modification des trajectoires suivait une réponse nationale identifiable. Après un recalibrage radar, les altitudes changeaient. Après une tentative d'interception, les vitesses variaient. Cette corrélation constante révélait une dépendance inattendue de l'intrus au dispositif observé. Une technologie réellement dominante n'aurait pas eu besoin d'ajuster aussi fréquemment ses paramètres. Elle aurait imposé son rythme sans réagir aux signaux adverses. Cette lecture intermédiaire permit un arbitrage plus nuancé. Le Burkina Faso ne disposait pas d'une supériorité technologique,
mais il avait démontré une capacité d'adaptation suffisante pour perturber une logique pourtant plus avancée. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était donc ni l'autosatisfaction ni l'alarmisme, mais la reconnaissance d'une interaction dynamique où chaque camp testait les limites de l'autre. La menace n'était pas neutralisée, mais elle n'était plus invisible. Ce constat conduisait à une conclusion opérationnelle claire. La résilience ne viendrait pas d'un saut technologique immédiat, mais de la continuité analytique. Tant que chaque ajustement adverse resterait lisible, le rapport de force demeurerait ouvert. A l'inverse, toute perte de discipline interprétative transformerait l'incertitude actuelle en vulnérabilité réelle. La capture presque simultanée de 3 signatures identiques fit comprendre que la phase d'observation touchait à sa fin. Jusque-là dispersées, les trajectoires se resserraient désormais autour de zones stratégiques définies, révélant une intention plus intrusive que les cercles exploratoires précédents. Les recoupements provenant du nord et du centre montraient une convergence nette, comme si les appareils cherchaient à mesurer la réaction du pays face à une pression coordonnée. Ce changement de rythme modifia immédiatement la lecture de la situation. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronisation constituait un seuil psychologique autant qu'opérationnel. Le territoire n'était plus seulement évalué par fragments, mais sondé dans sa profondeur. La précision des trajectoires, la simultanéité des signaux et leur proximité relative formaient un ensemble cohérent, impossible à interpréter comme une simple série de tests indépendants. Le ciel burkinabé cessait d'être un espace neutre. Il devenait un espace contesté. Ce midpoint redéfinissait l'enjeu central. La menace n'était plus diffuse ni hypothétique. Elle devenait tangible, active et structurée. À partir de cet instant, chaque minute gagnée ou perdue dans l'interprétation conditionnait la capacité du pays à conserver l'initiative. Une nouvelle phase commençait où la vigilance ne pouvait plus être ponctuelle mais permanente. Lorsque la convergence des trajectoires fut confirmée, ses effets se manifestèrent presque immédiatement dans 4 sphères clés du Burkina Faso. Ce n'était plus une question d'interprétation technique, mais d'organisation collective face à une pression devenue lisible. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consistait désormais à transformer une alerte aérienne en décision capable de tenir dans la durée, sans provoquer de déséquilibres internes. Du côté des institutions, la première conséquence fut la révélation de frictions opérationnelles. La synchronisation imparfaite entre certains relais créait des délais qui, dans un contexte de pression coordonnée, pouvaient fragiliser l'ensemble du dispositif. Les autorités durent recentrer la chaîne décisionnelle autour d'un noyau plus restreint, capable de diffuser des instructions claires et rapides. Cette centralisation améliorait la réactivité, mais mettait aussi en lumière la dépendance à des infrastructures vieillissantes. L'État découvrait que sa solidité ne reposait pas uniquement sur la détection, mais sur la fluidité de la transmission. Les entreprises, en particulier celles liées au secteur minier et logistique, ressentirent un impact plus diffus, mais réel. Les survols répétés des corridors économiques entraînèrent de légères perturbations de communication, parfois trop brèves pour être immédiatement attribuées à une cause précise. Pourtant, leur accumulation suffisait à modifier la perception du risque chez les partenaires et investisseurs. Certaines sociétés renforcèrent alors leur protocole de continuité, anticipant des interruptions possibles. Cette adaptation discrète montrait comment une pression aérienne, même sans incident visible, pouvait remodeler les pratiques économiques. Pour les populations locales, l'effet se traduisit surtout par un changement de perception. Dans plusieurs zones rurales, des habitants observèrent des lueurs inhabituelles dans un ciel jusque-là familier. Ces phénomènes, répétés mais silencieux, installaient une forme d'incertitude. Les autorités durent donc élaborer une communication pédagogique visant à expliquer sans alarmer. Il s'agissait d'éviter que le manque d'information ne soit comblé par des rumeurs. La stabilité sociale dépendait ici moins de la nature exacte de la menace que de la clarté du récit proposé. Enfin, l'impact se fit sentir au niveau des pays voisins. Les données montraient que certains couloirs suspects dépassaient les frontières nationales, indiquant une dynamique régionale plus large.
Cette prise de conscience incita plusieurs États limitrophes à envisager des échanges d'informations, même limités. Les discussions restèrent prudentes, mais elles posèrent les bases d'une coordination future. Le ciel sahélien apparaissait de plus en plus comme un espace partagé où les vulnérabilités d'un pays pouvaient rapidement affecter les autres. En réunissant ces 4 dimensions, une conclusion s'imposait. L'intrusion n'était pas un simple épisode technique. Elle redéfinissait la manière dont l'État gouvernait, dont les entreprises anticipaient, dont les populations percevaient leur environnement et dont la région pensait sa sécurité. Pour Ibrahim Traoré, cette phase confirmait que la souveraineté ne se défend pas seulement par des moyens matériels, mais par la capacité à aligner institutions, économie, société et partenaires autour d'une lecture commune du risque. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent à partir des données déjà observées. Aucune ne relève de la spéculation gratuite. Elle prolonge logiquement les adaptations en cours, les limites révélées et les marges encore disponibles. Chacune décrit une forme différente de pression, et surtout une manière différente d'y répondre sans rompre l'équilibre interne. Le scénario de base repose sur la continuité disciplinée. Le Burkina Faso poursuit l'ajustement progressif de son réseau de surveillance en s'appuyant sur les deltas déjà identifiés. Les seuils d'alerte sont affinés, la coordination reste centralisée et les intrusions se maintiennent sous un niveau contrôlé. Les acteurs extérieurs continuent de tester, mais sans franchir un palier visible. La pression demeure réelle mais contenue. Dans ce cadre, la stabilité ne signifie pas l'absence de risque, mais la capacité à l'absorber sans désorganisation. Le ciel reste disputé, mais lisible. Un scénario plus favorable pourrait émerger si la dimension régionale se renforce. Les couloirs transfrontaliers révélés par les trajectoires incitent les États voisins à partager certaines données non sensibles. Cette coopération, même limitée, réduit les angles morts et complique les approches isolées. Les intrusions deviennent plus coûteuses à maintenir, car chaque mouvement est susceptible d'être détecté par plusieurs réseaux. Cette mutualisation progressive n'élimine pas la pression, mais elle la dilue. Le gain principal réside dans la prévisibilité accrue des mouvements, qui redonne de la marge décisionnelle aux autorités nationales. Le scénario le plus contraignant apparaît si les acteurs extérieurs décident de changer d'échelle. L'introduction d'appareils plus rapides, plus discrets ou mieux pilotés réduirait considérablement les temps de réaction. Les mécanismes actuels resteraient pertinents, mais leur marge serait comprimée. Les communications pourraient en être saturées, la synchronisation mise à l'épreuve, et chaque retard deviendrait une vulnérabilité structurelle. Dans cette hypothèse, la pression ne serait plus intermittente, mais constante, obligeant le pays à arbitrer entre endurance opérationnelle et réallocation de ressources. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation s'impose, penser en horizons multiples. Se focaliser uniquement sur l'urgence du présent risquerait de fermer des options encore ouvertes. A l'inverse, anticiper sans céder à la précipitation permet de transformer l'incertitude en espace de manœuvre. C'est dans cette tension maîtrisée entre prudence et adaptation que se jouera la suite. À mesure que la situation se stabilisait sans disparaître, ses effets se diffusaient vers des cercles plus larges, touchant des groupes dont le rôle n'était pas directement opérationnel. Cette translation du technique vers le vécu modifiait la manière dont la vigilance était perçue et partagée. Les signaux, autrefois confinés aux écrans de contrôle, devenaient des repères indirects influençant les comportements et les attentes. Les techniciens et opérateurs furent les premiers concernés. Leur responsabilité s'élargit au-delà de la simple collecte de données. Chaque relevé engageait désormais une chaîne décisionnelle plus courte où l'erreur ou le retard pouvaient avoir des conséquences immédiates. Cette pression accrue transforma leur rapport au temps. La routine laissait place à une attention continue, structurée par des protocoles plus stricts. Leur expertise devenait un pilier discret de la souveraineté, rarement visible mais déterminant. Les cadres urbains, étudiants et acteurs économiques intermédiaires cherchaient surtout à comprendre. Pour ce public, l'enjeu principal n'était pas la précision technique, mais la lisibilité du récit. Pourquoi ces ajustements ? Que signifiait-il concrètement pour la stabilité du pays ?
Les explications fournies par les autorités jouaient ici un rôle clé. Une information claire permettait de contenir les interprétations excessives et d'éviter que l'incertitude ne se transforme en anxiété diffuse. La confiance dépendait moins de la disparition du risque que de la cohérence du discours. Dans les zones plus éloignées, l'impact se mesurait différemment. Les habitants ressentaient surtout les effets indirects des décisions prises ailleurs. Réorganisation de certains relais, interventions ponctuelles, changement de rythme administratif. Leur attente principale portait sur la continuité des services essentiels. Pour eux, la stabilité se jugeait à la constance du quotidien plutôt qu'à la nature exacte des signaux observés dans le ciel. Ces trois regards montraient qu'une même pression pouvait produire des perceptions très différentes. La gestion de la situation ne relevait donc pas uniquement de la technique, mais aussi de la capacité à adapter le message à chaque public. En reliant expertise, explication et continuité, l'État consolidait une vigilance partagée, condition nécessaire pour tenir dans la durée. La phase suivante exigeait une structuration durable, capable de transformer l'apprentissage accumulé en méthode stable. Pour Ibrahim Traoré, l'objectif n'était plus de répondre à chaque intrusion comme à un événement isolé, mais d'installer une architecture qui réduise progressivement l'espace de manœuvre adverse. Cette feuille de route reposait sur des étapes simples, mesurables et coordonnées, afin d'éviter toute dispersion des efforts. D'abord, il fallait centraliser la fusion des données. Tous les flux de surveillance devaient converger vers un circuit unique, réduisant les pertes d'informations et les délais d'interprétation. Le critère de réussite était clair: diminuer le temps entre la détection initiale et la décision opérationnelle. Une chaîne raccourcie limitait les distorsions et renforçait la cohérence d'ensemble. Ensuite, l'ajustement progressif des capteurs devenait essentiel. Les techniciens recalibraient les radars en intégrant les variations observées, sans élargir excessivement les seuils. L'indicateur clé résidait dans l'équilibre entre sensibilité accrue et réduction des faux positifs. Il s'agissait de détecter plus tôt, sans saturer les équipes. Puis, la standardisation des rapports de terrain s'imposait. Chaque anomalie devait être transmise selon un format strict, facilitant la comparaison immédiate. La disparition des divergences d'interprétation constituait la mesure principale de succès. Une communication homogène renforçait la discipline collective. Enfin, une coordination régionale limitée pouvait s'ouvrir. Le partage de données non sensibles avec les États voisins élargissait la couverture sans exposer les capacités nationales. Le progrès se mesurait à l'extension simultanée des zones surveillées. Ensemble, ces actions transformaient une vigilance réactive en stratégie endurante, capable d'absorber la pression sans fragiliser l'autorité nationale. En revenant aux premières de nuit, où tout paraissait encore immobile, Ibrahim Traoré retrouvait l'image simple du soldat de Kaya observant, soir après soir, la même trajectoire silencieuse. Ce geste modeste, presque invisible dans le flux des rapports, devint l'un des points d'ancrage d'une lecture que personne n'avait anticipée. Les micro-coupures, les variations ténues et les fragments dispersés prirent alors une valeur nouvelle. Ils racontaient la naissance d'une vigilance collective, patiente et obstinée. Ce rappel du terrain donnait un sens différent à l'ensemble de la séquence. La souveraineté ne s'était pas affirmée par un choc spectaculaire, mais par l'attention portée à des détails que beaucoup auraient négligés. Les collines, les vallées et les couloirs aériens modestes dessinèrent une géographie intérieure où chaque observation comptait. Ceux qui avaient regardé longtemps offrirent au pays une résistance que la technologie seule n'aurait pas pu garantir. Cette mémoire discrète devenait une charpente. Elle montrait qu'un territoire peut se redéfinir à partir de signaux presque imperceptibles, à condition de savoir les relier. Le Burkina Faso avançait désormais avec cette leçon intégrée à ses méthodes autant qu'à ses nuits. Dans ce récit, la force ne venait pas de l'absence de menace, mais de la capacité à la lire avant qu'elle ne s'impose. La séquence retracée ne se limite ni à une opération aérienne, ni à une suite d'ajustements techniques. Elle montre comment un pays peut se transformer lorsqu'il apprend à lire ce qui traverse son espace sans faire de bruit. La vigilance décrite ici n'est pas réservée aux institutions ou aux spécialistes, elle repose aussi sur la capacité collective à reconnaître que les changements majeurs commencent souvent par des signes discrets,
faciles à ignorer. Dans cette dynamique, le public occupe une place silencieuse mais essentielle. Comprendre les mécanismes à l'œuvre permet de replacer les décisions dans un cadre lisible où l'incertitude ne se transforme pas automatiquement en inquiétude. Un regard informé contribue à stabiliser le débat, à éviter les interprétations hâtives et à maintenir une continuité entre expertise technique et perception sociale. La souveraineté, dans ce sens, devient un espace partagé, façonné autant par l'analyse que par l'attention portée aux détails. Le récit reste ouvert, parce que les signaux évoluent et que leur lecture dépend de ceux qui les observent. Chacun, à son échelle, participe à cette vigilance diffuse qui donne du sens aux données et du poids aux décisions. Comment, vous aussi, percevez-vous les signes qui annoncent un changement avant qu'ils ne deviennent évidents ?